Alors, comme Marie-Christine l'a rappelé, les coups de midi se déroulent maintenant à 18h30, mais ils s'inscrivent toujours dans le sillage de Jacques de Decker, dont, vous le savez, chaque fois je cite le nom à l'entame de toutes ces rencontres littéraires qu'il avait débutées en 1998, si mes souvenirs sont exacts. Donc pendant plus de 20 ans, il a ainsi permis à des écrivains belges de se faire connaître dans un public francophone et dans une des plus importantes bibliothèques de la ville de Bruxelles. Et Marie-Christine Jadot organise ces rencontres comme elle le faisait à l'époque où Marie-Angèle Dehé, qui nous est toujours fidèle, dirigeait cette bibliothèque-ci et le réseau des bibliothèques bruxelloises de la ville de Bruxelles. Donc je pense que c'est toujours important de rappeler un peu grâce à quoi des événements comme celui-ci continuent de pouvoir se réaliser. Alors, je suis très heureux de recevoir Isabelle Spach, que je ne connaissais pas, que je rencontre pour la première fois, mais dont évidemment j'avais souvent entendu parler, dont j'avais lu les précédents livres que je n'ai pas relus avant cet entretien, donc on ne va pas réentrer dans le détail de ceci. Et puis le nom d'Isabelle Spach, comme on le rappelle, j'imagine, chaque fois que vous êtes en Belgique en tout cas, est un nom qui est celui d'une généalogie de personnalités importantes, publiques dans la vie non seulement publique belge, mais dans la vie artistique française et dans la vie publique européenne et internationale, puisque Paul-Henri Spaak est le grand-père d'Isabelle Spach. Ses deux oncles sont Charles et Claude Spaak, l'un très grand scénariste de cinéma français, l'autre Claude Spaak, auteur dramatique, et puis le père d'Isabelle était haut fonctionnaire de la communauté européenne du charbon et de l'acier, où il a œuvré, et on le découvre dans le livre aussi d'un point de vue plus intime. Il a surtout travaillé au Grand-Duché de Luxembourg, d'où il écrivait beaucoup de lettres à votre maman. Alors, voilà, je vais maintenant arrêter de parler pour laisser la parole à Isabelle. C'est un roman autobiographique, alors, qui aujourd'hui ne tourne plus autour de votre maman, de votre mère ou de votre père, mais autour d'un de vos deux frères, Michel, frère aîné de 20 ans, puisqu'il est le frère d'un premier mariage, le fils d'un premier mariage de votre maman. Michel avait lui aussi un frère de ce même mariage de votre maman, Gérard. Alors il sait que Gérard, je l'ai connu et on a eu des projets ensemble, donc je vous demanderai à un moment donné, tiens, il me semble qu'il y a peut-être un livre à venir autour de Gérard, sait-on jamais. Alors ici, le roman est autour de Michel, et ma première question sera la suivante. C'est un roman autobiographique. Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie entre ces deux mots lorsqu'on les associe, roman et autobiographique, c'est-à-dire fiction d'un côté, et d'autre côté, écriture d'un documentaire sur une histoire de famille. Alors, ma question, comment avez-vous décidé de faire ce livre et de le consacrer à votre frère, et comment faites-vous les choix pour entrer par l'écriture littéraire dans cette narration? D'abord, bonsoir. Bonsoir, et moi aussi je voudrais au moins prononcer le nom de Jacques de Decker qui a beaucoup compté pour moi et qui a toujours été présent et qui m'a toujours soutenue. Donc voilà, au moins son nom est prononcé et il est là. Voilà, ceci étant dit, ce genre de conversation sur l'écriture autobiographique, le roman, la fiction, j'aurais pu l'avoir avec lui, effectivement. C'est vrai que l'autobiographie, c'est un mot qui ne me convient pas, mais parce que je me sers effectivement de la réalité et des personnages de ma famille, en l'occurrence la plupart du temps, pour, je dirais, expérimenter des formes. En particulier dans ce livre aussi, où j'ai beaucoup mêlé
des souvenirs personnels, mais aussi des écrits, des lettres. J'avais envie qu'il y ait une conversation entre mon frère que j'avais perdu et moi, qu'on continue un petit peu cette conversation fantaisiste, parce que c'était un être très fantaisiste, et j'ai inclus dans cette narration un peu fantaisiste, même très fantaisiste, qui peut aussi, j'en suis consciente, décontenancer, parce que plus j'avance, plus mes livres sont des tentatives poussées sur la forme. C'est-à-dire que mes personnages, effectivement, viennent de ma famille, parce qu'il y en a plein et qui sont romanesques, et ça, je pense depuis le début. Ils ont tous des histoires abracadabrantes, comme tous les personnages d'une famille, hein. C'est toujours abracadabrant. Moi, comme la plupart sont morts, je m'en sers éhontément. Et voilà. Comme ils sont connus, ce que vous avez rappelé au début, la plupart, la question s'est posée. Pour mon premier livre, je me suis dit, mais est-ce que je mets les noms ou pas les noms? Est-ce que je signe d'un autre nom? Et puis je me suis dit, mais tout ça est ridicule. Je m'appelle Isabelle Spaak. Voilà, les personnes dont je parle sont connues, je ne vais pas les appeler Jules, Henriette, enfin c'est comme ça. Donc c'est un parti pris assumé. Là aussi, c'est un parti pris assumé de l'appeler nommément par son prénom et de m'appeler nommément par mon prénom. Après, à ça, j'ai rajouté une dimension quand même purement romanesque, basée sur l'histoire, parce que mon frère était d'abord féru d'histoire, il m'a appris beaucoup de choses. Et je me suis amusée à avoir une conversation comme ça, pas outre-Quiévrain et outre-tombe, autour de la figure de, non pas Napoléon, mais des femmes de Napoléon qui étaient, je l'ai découvert, qui sont passées toutes les deux, qui ont passé toutes les deux une nuit pour l'une, 2 nuits pour l'autre, dans une maison à Liège. Et donc, j'ai au départ voulu écrire un roman sur ces 2 femmes, parce que ça m'avait fasciné d'abord que Napoléon soit passé à Liège, je ne le savais pas, voilà, et qu'il avait dormi à 2 reprises dans la même maison, et donc tout d'un coup mon esprit a vrillé, je me suis dit mais comment un homme comme ça peut passer 2 nuits avec 2 femmes différentes à 2 époques de sa vie, dans le même lit, dans la même maison, et tout ça, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Voilà. Alors, vous évoquiez, on va revenir sur Napoléon et le séjour de Marie-Louise et de Joséphine successivement à Liège, puisque ça a été, d'une certaine manière, ça a été aussi peut-être un déclencheur, puisqu'un des moments du livre, j'allais dire du film, dans un des moments du livre, vous racontez qu'avec votre frère Michel, vous vous promenez à Liège, et tout d'un coup, il vous indique, tiens, c'est dans cette maison-ci que Napoléon, Bonaparte à l'époque, consul, est venu passer quelques jours avec Joséphine et avec Marie-Louise. Et je prends cet exemple-là dans la manière dont vous prenez ces épisodes-là pour les raconter, comme peut-être étant un exemple emblématique de ce que j'ai ressenti en lisant votre livre, à savoir un peu une démarche proustienne ou Madeleine. C'est-à-dire que vous nous racontez que vous relisez les lettres que votre frère vous a écrites, vous regardez des photographies de famille où il est enfant, et à partir de là, vous déclenchez, vous tirez sur une sorte de fil, mais qui n'est pas un fil de mémoire d'historienne, qui est un fil d'évocation des sensations qu'éveille cela. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé concrètement. Vous aviez toutes ces lettres, vous avez fait des recherches sur la partie concernant votre frère, et puis on parlera de Napoléon Bonaparte et de votre grand-père, et de son grand-père. Alors, concernant Michel, effectivement, il est mort. Il est mort et est arrivé, il est mort en fin 2019. En 2020, on était confinés. Enfin, à Paris, on était très fortement confinés. Je crois un peu plus que vous, je crois. Nous, c'était interdiction de sortir. Voilà, donc on s'est retrouvés tous bloqués à la maison. Et avec cette... je dirais pour moi quelque part un soulagement, parce que mes 2 frères sont morts à 3 jours d'écart. Voilà,
incroyable, mais voilà, c'est comme ça. Vous dites l'un est mort entouré et l'autre, Gérard, est mort seul. Oui, c'est la vie, c'est des choses comme ça qui arrivent. C'était pour nous assez choquant parce que j'ai perdu mes 2 parents pareil, le même jour. Donc on ne sait plus... Enfin, voilà, les morts sont toujours douloureuses. Une double mort, je ne dis pas c'est décuplé ou doublement douloureux, ça n'a rien à voir. La douleur est toujours à vif, mais on perd la boule en fait. On ne sait plus qui on pleure, on sait pas. C'est assez perturbant. Et donc ces 2 morts sont survenus à 3 jours d'écart, juste avant le confinement. Et je ne savais pas. Je crois aujourd'hui, en tout cas j'en suis sûre, je me dis au moins ils n'ont pas connu ça. Voilà, ils ont échappé à ça. Tout ça pour vous donner le contexte. Donc je me suis retrouvée chez moi et il se fait que je pense que c'est un atavisme familial. Je garde toutes les lettres qu'on m'envoie. Vraiment, ma mère faisait ça, mon frère Michel faisait ça, Gérard faisait ça. Enfin je sais pas, c'est un truc de famille. Avant on ne jetait pas les lettres, hein. Il y a des correspondances. Très soutenue entre les écrivains. Enfin, moi, pour moi, jeter une lettre comme jeter un livre, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Voilà. Donc, j'avais toutes les lettres de Michel, et Michel écrivait d'une façon très imagée. C'est-à-dire qu'il ne donnait jamais de ses nouvelles. Il partait dans des digressions sur les animaux, sur l'air du temps, sur un peu ce qui lui passait par la tête. Il employait des mots, des mots un peu saugrenus. C'était un personnage très saugrenu. Et moi, très souvent, très longtemps, même presque toujours, ça m'énervait. Donc je lisais ses lettres, je me disais, mais merde, il pourrait me donner de ses nouvelles, comment il va, qu'est-ce qu'il fait. Ce qu'on fait dans des lettres, normalement... On pose des questions, comment vas-tu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais lui, c'est pas du tout son truc. Et donc je lisais ses lettres, je me dis, bon, je sais pas s'il va bien, s'il va pas bien, je mettais ça de côté. Et pendant le confinement, j'ai commencé à tout relire et je me suis dit, j'ai réalisé à quel point ces lettres étaient de la pure poésie. J'étais passée complètement à côté, et à quel point il me disait des choses... d'une telle douceur, enfin, je crois que personne jamais, même mes amoureux, jamais m'ont parlé comme ça. Et c'est vrai, là vous le verrez dans, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le livre, mais vous le verrez en lisant le livre. C'est un livre dans lequel s'entrelacent des narrateurs différents parfois. C'est Michel, dont on se rend compte après avoir lu un poème que c'est en fait un extrait d'une de ses lettres, réécrite sans doute et remodelée pour entrer dans la structure du livre. À d'autres moments, c'est Isabelle qui parle et qui évoque la découverte de ses lettres. Il y en a certaines qui, comme vous les décrivez, sont tellement belles plastiquement qu'on aurait envie d'avoir des facsimilés, comme ces lettres qu'il écrivait sur des photocopies de reproduction d'œuvres d'art. Racontez-nous un peu comment il faisait ça. Eh bien, ces lettres étaient écrites, et c'est vrai, effectivement, non seulement il y a la lettre, il y a la graphie qui était très particulière. C'était des bâtons. Je pense que c'est un enfant, comment dire, pas un bon élève. Et mon grand-père italien, qui était un homme très rigide, a contrarié ce petit garçon en l'obligeant à écrire vraiment des lettres. C'est quasiment une calligraphie japonaise. C'est très très construit. J'ai jamais vu une écriture comme ça. J'ai jamais vu une autre écriture. C'est vraiment très carré. C'est comme s'il tapait à la machine, en fait. C'est très, très étonnant. Oui, typographique, exactement, typographique. Et toujours sur soit des cartes postales qu'il accumulait, soit des images qui lui plaisaient, il photocopiait l'image et puis il écrivait autour, à côté, en dessous, de côté. Voilà, donc chaque lettre est, en plus de sa poésie, une petite œuvre. Et pour en fait susciter l'intérêt, la curiosité du lecteur. Ce n'est pas du tout des lettres où il s'épanche, comme j'ai dit précédemment, ce sont des lettres pour vous éveiller. Alors on se rend compte en lisant ces fragments de lettres, en lisant ces poèmes, qu'il y a aussi
un attachement profond à vous. Peut-être que c'est parce qu'on en a des extraits et que vous disiez qu'en les voyant, vous auriez préféré qu'ils vous écrivent effectivement, qu'ils vous donnent des nouvelles, mais qu'ils vous disent aussi qu'ils vous aiment, ce qu'ils disaient finalement par la poésie et par l'écriture. Oui, enfin, il le disait par la poésie et l'écriture, mais il le dit aussi beaucoup. Enfin, il dit que je t'aime. À un moment, je me souviens d'une lettre, et ça, je ne l'ai pas vu sur le moment, je ne l'ai pas lu. C'est pas que je ne l'ai pas lu, mais je l'ai lu, mais je ne l'ai pas intégré dans mon cerveau. Des phrases comme je t'aime autant qu'un frère peut aimer. Enfin, il y a vraiment, ça m'a bouleversée quand j'ai trouvé ça. Que je ne voyais pas. Pour moi, c'était mon frère, il m'aimait, je l'aimais, point. On va pas en faire un plat. Et donc, quand j'ai relu toutes ces lettres, les unes après les autres, et quand j'ai commencé à pas à les classer, mais j'ai joué avec ces lettres pendant ce confinement où j'étais toute seule chez moi, et avec ma tristesse, j'ai commencé à jouer avec les lettres. Je les étalais par terre, je me disais, tiens, celle-là, elle répond à celle-là, tiens, celle-là. Et donc, cette deuxième partie dont vous parlez, je trouvais que ça collait bien. J'arrivais à converser avec Michel comme s'il participait à mes recherches complètement frénétiques sur Napoléon, Marie-Louise et Joséphine. Oui, alors là, venons-en alors à Napoléon et Joséphine. Donc les chapitres alternent des évocations de ce séjour de Joséphine et Marie-Louise, mais aussi de la position respective de Joséphine et Marie-Louise par rapport à la dynastie Bonaparte, puisque l'une n'a pas pu lui donner des enfants mâles, et donc il fallait un héritier. Le séjour à Liège permet d'évoquer aussi une série d'anecdotes, comme la baignoire en zinc, qui est quand même une série d'anecdotes comme ça. Et ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment et comment est venue cette idée d'alterner les deux histoires, celle de Napoléon, Marie-Louise et Joséphine, et puis l'exploration du courrier et du souvenir de votre frère. En fait, je m'étais promenée un jour à Liège avec mon frère, et vous savez, il y a des personnes, des êtres sur la Terre où la conversation se fait en plein air. C'est-à-dire que c'est la marche, c'est la circulation qui permet d'échanger. C'est pas en étant autour d'une table et voilà, avec Michel, c'était pas ça. En tout cas, c'était pas la relation que j'avais avec lui. Et un jour, on s'est promené à Liège. Effectivement, il m'a pointé une maison et il m'a dit Napoléon a dormi ici. Voilà. Et donc, à l'époque, c'était il y a 10 ans de ça. Oui, vraiment il y a 10 ans, plus de 10 ans même. Je me suis dit tiens, je vais écrire un roman sur ces deux femmes, mais il faut que je les connaisse. Je ne connaissais absolument pas. Et c'est pas Napoléon qui m'intéressait, c'était elles deux. Voilà. Et puis, plus j'avançais, j'ai fait des centaines de recherches, j'ai passé des heures en bibliothèque, j'ai voyagé, je suis allée là où elles avaient vécu, là où elles avaient habité, elles avaient habité avec lui, sans lui, petite, grande, enfin bref, j'étais obsédée par ces deux femmes, très longtemps, vraiment très longtemps. Et impossible d'écrire ce livre, impossible. Il y a des livres comme ça qu'on n'arrive pas à écrire, je crois parce que j'étais submergée par mon sujet. C'est-à-dire que je ne savais plus par quel bout le prendre, il y avait trop de choses, je ne maîtrisais pas, je me disais mais on va me dire que je parle d'un sujet que je ne connais pas, je ne suis pas historienne, je ne sais plus. Et donc j'ai tout foutu dans des cartons et j'ai plus écrit pendant 10 ans, je crois. Longtemps, hein. C'était une blessure presque narcissique, je dirais, parce que j'avais tellement travaillé, je me disais, mais je suis même pas capable d'écrire sur elle, j'ai pas la distance, ça marche pas. Voilà, donc tout ça était dans des cartons. Et quand j'ai recommencé à lire les lettres de Michel, enfin, j'ai commencé à les lire, je me suis souvenue de cette promenade. Et puis je me suis dit, bah tiens, tu vois, je commence à lui parler. Je dis, bah tu vois, parce que je lui en avais jamais parlé de mon obsession pour Napoléon à cause de lui. Et donc j'ai commencé une conversation avec lui. Alors je vais lire un petit extrait qui dit combien ces lettres sont des lettres d'amour d'un grand frère à sa demi-sœur, même si le mot demi-sœur est un mot qui ne se prête pas à cela. Mais, point par point, je liste ce qui nous différencie, écrit Isabelle.
Isabelle, 1,65 m, mince, cheveux châtains longs ou courts, vit à Paris, a eu des responsabilités, toujours pressée, carrée, se désespère à rythme régulier. Michel, près d'1,90 m, 90, habite Liège ou ailleurs, laisse libre cours à ses rêveries, l'esprit avant la fanfare. Que partageons-nous, Michel et moi, sinon le bleu de nos yeux? Même sang, même gène, c'est certain, enfin la moitié, puisque nous sommes à moitié frères et sœurs. Faudrait-il qu'on nous coupe en deux, largeur ou hauteur, nous vider à demi? Que vais-je chercher? Ma chère sœurette, ton frérot qui pense tendrement à toi, et là on passe d'un narrateur à l'autre, ma chère sœurette, ton frérot qui pense tendrement à toi se demande souvent « Que vois-je donc en toi ?» La réponse vient maintenant d'elle-même. Ce que je trouve en toi, c'est moi. C'est énorme, quand même. Au moment où vous écrivez ça, vous êtes mais moi, bouleversé. Ah bah oui, oui. Parce que ça, ces phrases-là, il me les a écrites, je ne sais pas quand, et je les ai lues. Enfin, je les ai lues comme on peut lire, mais je ne les ai pas intégrées. Et quand j'ai relu ça, je me dis, mais comment ai-je pu être aussi insensible à ces mots? Alors, bon, il n'aurait pas aimé non plus que je lui réponde sur le même thème. Hein. Enfin, c'est des mots les mots d'amour, on ne demande pas de réponse, je ne pense pas. En plus, c'est comme s'ils étaient dissimulés. C'est pour ça que dans la remarque précédente que je faisais, il y avait beaucoup d'amour dans ces lettres, mais qui n'étaient pas explicitement construites pour être des lettres d'amour. Non, pas du tout. Je ne sais plus d'où vient cet extrait de lettre, mais il devait avant avoir parlé des crapauds, de la pluie, d'une alouette dans le ciel, ou de quelqu'un contre lequel il était énervé. Alors il y a aussi d'autres éléments que l'on trouve dans le livre, dans cette démarche. Donc on voit bien que c'est plutôt du pointillisme. On va à une époque, on en revient, on va dans les évocations de Marie-Louise et Joséphine, puis on revient à Michel. Il y a une série d'évocations aussi sur ce qu'est une famille recomposée telle que la vôtre, en évoquant les deux frères aînés qui sont d'une génération différente, d'une génération plus aînée, et les trois sœurs. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme élément à nous raconter, à partager de cette configuration-là de la famille? Ben, effectivement, c'était une époque... c'est vraiment deux générations... Enfin, une génération, c'est quoi? C'est 15 ans. C'est 15 ans, donc c'est un peu plus d'une génération, et eux sont des enfants de la guerre. Ils sont nés... Michel est né en 41, mon frère Gérard est né en 40... je ne sais plus maintenant, 43 ou 44, je ne sais plus. Donc c'est vraiment, ils sont nés, déjà, donner naissance en pleine guerre, c'est quand même quelque chose de gigantesque, d'avoir encore foi en la vie pour donner naissance. Moi, je suis une enfant des années 60, donc l'après-guerre, le baby-boom, tout va bien, on construit l'Europe pour plus jamais avoir de guerre, on y croit, et j'ai été élevée dans cette idée j'allais dire d'être tous frères. Oui, c'était ça, j'étais élevée à l'école européenne, on parlait toutes les langues, mes copains étaient italiens ou allemands, voilà. Moi, j'ai grandi dans cette idée de l'Europe fondamentale. Et voilà, lui, il est né pendant la guerre, il n'empêche qu'il a embrassé comme nous cette idée européenne. Alors on aperçoit aussi dans le roman, mais de manière plus fugace que dans votre premier roman, ça ne se fait pas, les portraits de votre père et de votre mère, mais aussi de cette passion qui les unissait, ne serait-ce que quand on voit cet épisode de votre père qui, d'une certaine manière, se languit à Luxembourg et il écrit des magnifiques lettres. Celles-là, vous allez aussi les utiliser à un moment donné pour peut-être une autre histoire? Je m'en suis déjà beaucoup servi. J'ai aucune honte à lire les lettres de ma famille, de personne. D'ailleurs, il ne faut pas les laisser traîner. Je les lis. Et puis surtout, il se trouve que j'ai perdu mes enfants.
mes parents quand j'étais assez jeune, sans les connaître vraiment. Et donc, tout cet amas de papier qu'il conservait, surtout ma mère, comme moi je conserve tout, bêtement, hein, mais bon. Ça m'a permis de les connaître. Et évidemment, les lettres, c'est très indiscret de lire les lettres qui ne vous ont pas été adressées, mais pour moi, pour moi les lettres m'ont sauvée, je le dis, parce que j'ai commencé à lire des lettres, en l'occurrence des lettres de mon grand-père Spaak, Paul-Henri Spaak, qui écrivait à mon père pendant la guerre. Et il écrivait à mon père, donc, qui avait 19 ans et qui était venu le rejoindre en Angleterre et qui s'était engagé dans la Royal Navy, comme beaucoup de Belges. Et les lettres que mon grand-père écrivait à son fils, je ne sais pas comment je suis tombée dessus. Enfin, j'ai commencé à les lire. J'avais exactement l'âge de mon grand-père, j'avais 40 ans. Mon fils avait 19 ans. Et mon fils avait quitté la maison en me disant, claquant la porte, en me disant « je ne veux plus jamais te voir, tu m'emmerdes, c'est terminé, je ne veux plus te voir ». Et je découvrais dans les lettres de mon grand-père, donc Paul-Henri qui était Premier ministre pendant la guerre, pendant une période quand même hallucinante, l'amour qui transférait envers son fils de 19 ans. Je me disais, mais pourquoi j'arrive pas, moi, à écrire ça? Pourquoi j'arrive pas à écrire à mon fils à quel point je l'aime? Peut-être que Paul-Henri Spaak, étant dans toutes ses responsabilités aussi, dans cette époque cruciale où il fallait sans arrêt prendre des décisions qui ne concernaient pas seulement lui ou son entourage, mais qui impliquaient des décisions politiquement très, très larges, peut-être qu'à ce moment-là, on trouve plus facilement les mots pour s'adresser aux plus proches, qu'on doit aller vers le plus proche. Écoutez, peut-être. En tout cas, moi j'avais encore... on a souvent l'image de Paul-Henri comme un monsieur assez sévère, sa tête qui trône devant la gare du Midi, que je vois à chaque fois que je viens à Bruxelles, est assez sévère. Et ce n'était pas du tout ce type d'homme. Et d'abord, en tant que grand-père, il était merveilleux. Mais je vous assure, les lettres qu'il écrivait, il y a oui, une dose d'amour, mais vous êtes porté au nu quand vous recevez ça, surtout de votre père. Et donc, voilà, c'est en même temps ce qui était assez troublant quand j'ai commencé à lire ces lettres. J'avais jamais écrit encore, je n'avais pas écrit de livre. Mais je me suis rendu compte que dans les tournures des phrases, la façon dont il coupait ces phrases, dont certains mots s'agençaient, je retrouvais mes tournures et mes phrases. C'est très étonnant de cette espèce de compagnonnage familial. Ouais. Alors, revenons, si vous voulez bien, au personnage, à la personnalité, à la figure de Michel. Vous dites par moments, soit vous-même, soit vous lui restituez ce qu'il vous dit de lui. Alors j'ai retenu deux ou trois mentions. Michel est les bourgeois, y compris Gérard, son frère, qui lui est un communiste militant. Alors quel était le rapport entre les deux? Quel était le rapport entre ces deux frères, tel que vous le voyez avec 20 ans d'écart? C'est délicat de parler de ça, parce que c'était... ils avaient des relations vraiment de grand amour, mais aussi parfois de grande détestation. Ça arrive très souvent dans les familles, mais c'était toujours... Soit ils étaient vraiment très très proches, soit ils s'injuriaient copieusement. Ils se traitaient tous les noms, comme Michel traitait Gérard de bourgeois, Gérard traitait Michel de je sais pas quoi. Enfin bon. J'avais repris votre. Voilà. Votre oui, je l'ai dit. Oui, absolument, je l'ai dit. Non, c'est pas du tout indiscret. Non, c'est pas du tout indiscret. C'est paradoxalement, ils sont morts à 3 jours d'écart. Donc moi, ça m'a aussi beaucoup perturbée. Je me suis dit, ben oui, c'est quoi l'amour-haine en fait?
comment, c'est quoi ce lien entre deux frères? Ça m'a beaucoup perturbée, pas que moi d'ailleurs, mais j'ai réalisé que c'était pas si, c'est pas si rare que deux frères meurent à très peu d'écart. Je ne veux pas citer Jacques, ni rappeler Jacques, mais c'est le cas aussi de Jacques, pas à 3 jours d'écart, mais à 1 an, je crois. Moins d'1 an. Voilà, et Jacques n'a jamais été la même personne après le décès de son frère. Il y a, j'avais remarqué aussi, je crois l'année dernière, il y a des personnages politiques en France qui s'appellent les Debré, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, enfin bref, il y a plusieurs frères, et pareil, 2 frères sont morts à 2 jours d'écart, ou 3 jours d'écart, ou 1 semaine d'écart. Et j'avais relevé un jour, ça m'avait vraiment marqué bien avant la mort de mes frères, dans Le Monde, une petite annonce d'un monsieur qui était mort, on donnait son nom, et dans le même faire-part, il y avait et son frère 2 jours après. Donc il y a comme ça quelque chose, je pense, je ne sais pas si ça existe entre sœurs, mais entre frères, il y a quelque chose de presque qui dépasse la raison. Je ne sais pas, ce n'est pas si rare. Alors, vous dites aussi, Michel dit aussi, en vous écrivant dans une de vos cartes postales, je crois, ou dans une lettre, cette formulation très fulgurante, « Je suis un mutant en plein mutage ». Je suis un mutant en plein mutage, oui, c'est ces formules... on le voit après. Oui, on le voit, mais en fait... Vous voyez, vous me demandiez comment j'ai permuté de mon frère à cette balade à Liège, parce qu'en fait, ma façon d'écrire, je n'aime pas les théories, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas dans l'air du temps, je l'assume complètement, mais je suis dans l'image. Ce sont des images, c'est comme vous avez dit à un moment... dans le film, au début, vous dites... ça me fait plaisir parce que je ne fonctionne que par image. Ce sont des images qui me viennent, ou c'est pas des sensations, c'est pas des théories, c'est des images. Et par exemple, quand j'ai essayé d'écrire ce livre historique, je ne voyais rien, je ne voyais pas, je ne les voyais pas. J'avais beau chercher, travailler, lire des catalogues entiers de robes, de tissus, de dentelles, de vaisselle, je ne voyais rien. Et c'est vrai que dans la partie, dans les éléments où on évoque Napoléon, Bonaparte et Marie-Louise et Joséphine, en fait, vous les donnez à voir à travers des éléments très concrets. On a parlé de la baignoire en zinc, mais il y a d'autres éléments qui sont purement du concret. Comment se matérialisait la visite de Napoléon à Liège? Oui, comment se matérialiser, et en même temps, c'était assez drôle parce que j'étais obsédée par cette chambre où, soi-disant, elles avaient passé toutes les deux une nuit. En tout cas, elles ont dormi toutes les deux dans cette maison. Est-ce que c'était dans le même encoignure? Parce que c'était même pas une chambre, c'était une encoignure. Est-ce que c'était dans le même lit? Moi, on n'en sait rien, en fait. Et pareil que je me souviens, un jour, j'étais à Liège, et je sais pas, parce que c'est quand même un personnage important à Liège, je ne savais pas. Et c'est comme le chapeau, en fait, il y a 10 000 chapeaux de Napoléon, donc est-ce qu'il y a 50 000 lits, quoi, voilà. Je connais plus ah oui, la question, oui, parce que en fait, je voulais rentrer dans cette chambre pour la voir. Je me disais, mais quand je vais voir la chambre, je vais avoir un choc, ils vont m'apparaître, je vais matérialiser. C'est ridicule, en fait, comme un cinéaste avec un décor. Sauf que j'ai jamais pu rentrer dans cette chambre. Donc, même 10 ans après, j'aurais pu, là, parce que j'ai pas voulu. Je trouvais que c'était plus marrant de travailler sur un vide qui restera pour moi un grand mystère. Je ne veux surtout pas aller voir cette chambre. D'ailleurs, le titre du roman vient d'un avertissement que lance à la romancière lorsque vous allez vous souhaitez visiter le musée. Le conservateur du musée M de Beaumal vous dit « Ne vous attendez pas à des monts et merveilles ». Alors là, vous épiloguez sur la formulation. Oui, il me dit « Ne vous attendez pas à des monts et merveilles ». Il me prévient, il me dit circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, bref.
Et moi, quand je rencontre, je suis journaliste, hein, donc je note, j'ai toujours des carnets, je note, mais je note pas du tout. Je note des choses qui me frappent. Alors parfois je note mal, parfois je... Et là, 10 ans après, en relisant mes carnets, je vois que j'ai noté cette phrase. Ne vous attendez pas à des monts et merveilles. Et je l'ai notée parce qu'elle me semblait bizarre. Je me disais, mais c'est des monts et merveilles, donc je l'ai notée. Et j'ai mis 12 ans à réaliser qu'en fait, on ne dit pas des monts et merveilles, on dit ne vous attendez pas à monts et merveilles. Et évidemment, c'est très lacanien, je me suis dit, des monts et merveilles, voilà. Et ça montre un peu votre démarche d'écriture, telle que j'aimerais que vous nous la racontiez. Comment est-ce que, en prenant cet exemple-là, vous êtes journaliste, vous avez une phrase que vous notez, vous avez des notes, et puis à un moment donné, vous êtes devant votre table de travail avec les lettres, les cartes postales, les notes que vous avez prises, les carnets. Est-ce que vous n'êtes pas prise de vertige à un moment donné en vous disant, mais comment assembler cela pour en faire quelque chose de cohérent, ce qui est le livre finalement tel qu'il est achevé? Pour poser la question autrement, à quel moment avez-vous senti que le livre était terminé? Terminé, je sais, on le sait, c'est très étrange dans un processus d'écriture où on se laisse comme ça, on part... c'est vertigineux parce qu'on commence et enfin moi je ne sais pas du tout où je vais et il n'y a pas du tout de méthode. C'est-à-dire que c'est comme ça au petit bonheur la chance. Tiens, ça va bien par là, je suis très vite aussi très ennuyée. Donc j'avais mis beaucoup de... Parce que je me disais, bon, si je me remets dans Napoléon, Marie-Louise ou Joséphine, il faut quand même que je vous montre que j'en ai sous le sabot, que j'ai travaillé. Et en fait, j'ai quasiment tout coupé. Parce que il n'y avait pas la légèreté. Et donc, j'avais envie d'abord qu'on ne s'ennuie pas trop. Et de garder que ce qui, à moi, me plaisait. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit léger, pas trop écrit, assez aérien. Il faut couper. Et à votre question, on sait quand c'est fini. On le sait. On sait quand le livre est là. Mon éditeur dit toujours, cette phrase éditeur, le livre est là. Et c'est vrai qu'on le sent, parce que quand un livre n'est pas là, il n'est pas là. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez, n'est-ce pas, le tourner dans tous les sens, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça ne décolle pas, c'est pâteux, et tout d'un coup, par je ne sais pas quel miracle, le livre est là. Et après, il se déroule. Vous avez évoqué la collaboration avec votre éditeur. Est-ce qu'il vous a accompagné pendant l'écriture? Est-ce qu'il vous a aidé à identifier les pistes qui vous permettaient justement d'enlever le superflu et de faire, parce que ce que vous décriviez, c'est aussi un montage de film. On essaye d'avoir un rythme dans l'écriture, comme un rythme dans un film. Est-ce que c'est un travail que vous avez fait avec l'éditeur, ou est-ce que c'est aussi votre réflexe de journaliste qui intervient ici? C'est les deux. D'abord, l'éditeur, parce que je me suis dit, il va encore me prendre pour une cinglée, quoi. Enfin, puisque ça n'a rien à voir. C'est pas un livre social comme on fait maintenant. C'est pas un livre. Mais bon, voilà, c'est sorti comme ça. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'il va me dire, écoutez, arrêtez, Isabelle, c'est pas du tout ça. Et il m'a dit, non, ça colle, en fait, ça marche. Et donc, j'ai continué. Après, effectivement, je fais partie des auteurs qui ont une relation assez forte avec l'éditeur. Je lui fais totalement confiance. Et donc, le travail il fonctionne comme Flaubert, c'est-à-dire que quand la énième version est prête à... On se dit, bon, ça y est, commence le travail de gueulois, ce qu'on appelle. Et donc, on lit à haute voix, et ça tombe, mais ça tombe. Donc même toutes les coupes qu'on a fait d'avant, à la lecture à haute voix, il y a vraiment, il y a 20-25% qui tombent encore. Des paragraphes entiers que moi j'ai un plaisir fou à jeter. À jeter. Ouais. Un plaisir à jeter équivalent à celui mis à l'écrire, ou bien c'était des passages
plutôt douloureux à Non, écrire. en général, les passages qu'on jette sont des passages où on se dit, mais ça sent la boue, quoi. Ça sent le travail. Et, Ça vaut qu'il y a ouais. Et donc, quand tout d'un coup on lit et qu'on se rend compte que ça tient pas, oh là, hop là. Alors c'est vrai que c'est aussi, en sachant mieux maintenant la manière dont vous avez travaillé, et éliminer, couper, faire un montage dynamique, on se rend compte, et là c'est une impression de lecteur, je ne sais pas si elle est partagée par ceux d'entre nous qui l'ont lu, qu'il faut se laisser apprivoiser par le texte, il faut se laisser happer par cette construction-là, parce qu'à un moment donné de la lecture, au début quand on entre dans le livre, on se dit mais tiens, mais qui parle ici? Et on se rend compte au fil de la lecture qu'on n'a plus besoin de le savoir. C'est comme si c'était un livre à deux voix. Mais c'était ça, en fait, c'était ça. C'était le but. Alors je sais, je dis au début, j'ai dit que je suis consciente de travailler plus sur la forme et de décontenancer, peut-être de demander un effort au lecteur de compréhension. J'ai un ami qui m'a dit, alors là, tu m'as complètement perdu, j'ai dû relire 2 fois. Mais je suis désolée, mais voilà, c'est comme ça. Et je voulais que ce soit... Je voulais qu'on ne sache pas qui parlait. Je voulais que cette conversation, quand mon frère me dit ce que je trouve en toi, c'est moi ce que je trouve en lui, c'est moi aussi. Alors moi, je n'ai pas eu besoin de le relire 2 fois pour rentrer dans le livre. Par contre, à certains moments, j'ai utilisé la technique du gueuloir que j'utilise parfois en tant que lecteur, de lire à haute voix en me disant il y a là quelque chose qui allie en même temps la poésie dans l'écriture, en particulier des petits mots que vous envoie votre frère Michel. Mais c'est une poésie un peu singulière, c'est une poésie qui est très musicale, qui est un peu qu'on a envie de dire. Et je pense que ce livre ferait un excellent audio-livre aussi, parce qu'il a ce rythme-là de la parole. Oui, c'est un livre, mais à peu près, plus j'écris, je ne sais pas si j'en écris encore, mais plus je suis dans le... J'ai besoin de l'oralité, le gueuloir, ça fait partie du processus, du procédé, l'image et la parole. Je veux qu'on puisse le raconter, que ce soit léger, c'est pas des thèses. Il y a beaucoup de livres, je suis aussi critique littéraire, donc je lis beaucoup. Et il y a beaucoup de livres... à un moment donné qui me tombent des mains, parce que je me dis, mais pourquoi cette thèse? Pourquoi n'avoir pas allégé un peu? Bon, il y a tous les gens, hein. Après il y en a qui sont très beaux, qui ne sont pas légers. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que ce livre est aussi, à l'évidence, un livre de deuil, mais qu'il est aussi un chemin de deuil pour vous? Et je pense à ça en vous écoutant maintenant, en me disant... Dans le fond, toutes les fois qu'on vous interroge sur ce livre, est-ce que ce n'est pas aussi pour vous une manière de le reconstruire par le fait d'en parler et par le fait fatalement d'évoquer ces figures comme celle de votre frère, de votre grand-père, de votre père? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui permet de nourrir pour vous ce chemin de deuil? Alors, j'ai du mal avec le mot deuil, ça fait pas partie de mon vocabulaire. Ce ne sont pas des deuils. Moi, je dirais c'est une façon effectivement de continuer à vivre avec eux. J'ai fait ça avec mes parents, je fais ça avec lui. Avec mon frère Michel, c'était vraiment une fantaisie. Il était fantaisiste, très fantaisiste. Certaines personnes ici le savent, mais... j'avais envie d'abord de perpétuer cette fantaisie et puis de l'assumer aussi, c'est-à-dire que certains de ces comportements que j'ai pu peut-être pas juger, j'ai jamais jugé mon frère, mais je le voyais, j'étais attentive, c'était un personnage un peu de la marge, comme il y a beaucoup de personnages de la marge qu'on ne voit pas, qui sont un peu... qui prennent trop de place, qui ne sont pas dans la norme, qui dérapent un peu, ces personnages, masculins ou féminins, il y a une poésie en eux, d'abord que je trouve qu'on ne voit pas assez, et
Et j'ai aussi, moi, cette fantaisie et cette hors norme qu'il a pu avoir. Et qui est magnifiquement restituée dans le montage. Maintenant, je comprends mieux l'intention qu'il y avait à faire ce montage cinématographique. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, ça met mieux en évidence la fantaisie de Michel. Si vous aviez écrit un récit plus continu sur la manière dont il avait cette relation avec vous, ça aurait été moins flagrant qu'il était avant tout un fantaisiste de la vie qu'il se construisait. Oui, c'est un fantaisiste et je suis fantaisiste. C'est-à-dire que je n'écris jamais, aucun de mes livres n'est une narration continue. J'ai beaucoup souffert, ou j'ai vécu ça, c'est pas mon style, et je crois que c'est aussi quelque chose de familial. On ne s'épanche pas. Voilà. Mais on trouve des moyens de perpétuer des souvenirs, des impressions. Voilà. Je sais que parfois on m'a reproché dans mes livres d'être sèche, parce que justement, je n'en rajoute pas. Mais voilà, c'est assumé. Je préfère la vie, je préfère la fantaisie. Et c'est pour ça que le mot deuil, pardon, hein, c'est pas du tout. Mais c'est pas un mot qui est de mon vocabulaire et c'est pas un mot de ma vie. C'était davantage sur le mot chemin, mais c'est vrai que c'est un chemin aussi de partage et de continuité de cette relation avec le disparu. Et d'ailleurs, j'avais noté à la fin du livre qu'il y a peut-être une manière que vous avez trouvé de formuler ce que j'ai maladroitement appelé le chemin du deuil, qui vient du mot homiokuri que j'ai découvert dans votre livre, et rien que pour ça, ma reconnaissance c'est encore plus grande qu'elle ne l'était avant d'avoir lu ce mot. La signification du mot homiokuri en japonais, qui aurait d'ailleurs pu être le titre du livre, qui signifie cette façon de suivre la personne aimée, s'en aller en l'accompagnant du regard le plus longtemps possible. Et cette phrase intervient au moment où vous êtes au volant de votre Volkswagen et vous éloignez, vous voyez dans le rétroviseur que votre frère reste à vous regarder partir. Il faisait toujours ça. Il y a beaucoup, enfin, je ne sais pas parmi vous, mais je crois que c'est une habitude enfin, moi je l'ai aussi. J'ai du mal à dire bon salut, hein, claquer la porte et voilà. Surtout en voiture, quand on sait qu'on ne va pas voir la personne. Je crois qu'on a besoin de l'accompagner. Et je crois qu'au Japon, c'est une façon aussi de lui rendre hommage. C'est-à-dire, plus vous le regardez partir, voilà, plus vous lui prêtez attention. Et voilà. Mon frère, c'est ça. Je l'ai accompagné un petit peu avec ce livre. J'espère que ce n'est pas un livre aussi, trop... comment dire, trop personnel, parce que c'était pas l'idée. L'idée, c'était de jouer un peu, quoi. Alors, ce n'est certainement pas le cas, ce n'est ni un livre, là je m'adresse à ceux qui ne l'ont pas lu, parce que ceux qui l'ont lu l'ont bien ressenti, ce n'est pas un livre qui est sec, comme vous disiez, qu'on vous reproche d'être sèche, et ce n'est pas c'est un livre très sensible, qui touche beaucoup, qui génère, qui engendre beaucoup d'émotions, et dans la mention du mot homiokuri, que je ne parviens pas à mémoriser, mais ce qui est important aussi, c'est que les Japonais ont pensé que cet élément-là, de regarder longuement la personne qui s'éloigne, méritait d'avoir un mot. Et je me demande si votre roman n'est pas en fait un développement de ce mot-là. Ah, peut-être, c'est gentil, ça me fait plaisir. Oui, bah c'est un peu ça, ouais. C'est que... Moi, je voulais, au début, vous voyez, je voulais pas dire qu'il était mort. À un moment donné, je me dis, mais enfin, c'est quoi il est mort, quoi. Il faut le dire à un moment donné, il est mort. Mais c'est ma façon aussi de jamais faire face à la réalité. Voilà, j'ai du mal à faire face. Mais il y a un moment donné, il faut dire les choses. Voilà. Et j'essaye dans mes livres de dire les choses. Je raconte aussi la mort de Napoléon, la mort de Napoléon, qui était un morceau de bravoure où je me disais mais qu'est-ce qu'on raconte? Et en fait, la mort, c'est la mort, quoi. Et là, c'est très technique. C'est technique, ouais. Quand on le lit,
Et là aussi, on est dans du Flaubert, parce que se dire, voilà, on va au fond des choses, on montre ce que c'est un cadavre putrescent. Donc c'est vraiment, là, ce n'est pas sec du tout, si jamais il y avait un risque d'être sec. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on mette fin à cet entretien sur ce mot que je vous recommande, domyokuri, et en vous recommandant aussi de lire évidemment ce livre, si vous ne l'avez pas fait, des monts et merveilles, et donc de retenir qu'on ne dit pas des monts et merveilles, voilà, qui est ce roman, qui est vraiment un roman très, très sensible, et peut-être réagir un peu, je me permets de réagir sur ce que vous avez fait comme remarque, qui est de dire que vous craignez ou qu'on pouvait vous reprocher qu'il était trop personnel. En fait, il a quitté les personnes dont il est question pour devenir pour chacun ce qu'est finalement un livre, un compagnon, un viatique pour se dire, tiens, voilà, Isabelle Spinck, une romancière, raconte la mort d'un frère et la communication qui existe avec celui-ci après son décès. C'est un très très beau livre que je vous recommande vraiment. Et aussi de lire, si vous l'avez fait, les précédents que moi je n'ai pas eu l'occasion de relire avant de venir pour cette rencontre, mais que je vais m'empresser de faire après vous avoir écouté. Merci Isabelle Spinck.